Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Et devinez quoi, on s'appelle toujours Fanny et Anna. Et avant de commencer l'épisode, on vous annonce le titre du film que nous allons présenter lors de la prochaine séance de notre All That Jazz Cinema Club, l'internationalement connu All That Jazz Cinema Club. Ce sera Billy Elliot, le film de Stephen Daldry datant de 2000. Nous le présenterons le 16 novembre, notez bien la date, le 16 novembre 2025, à 16h. L'horaire a changé, c'est 16h désormais, au cinéma L'Archipel à Paris. Venez nombreux pour voir ce film. C'est le deuxième film de la saison, et un petit peu comme Rock Academy que nous avons présenté en septembre, c'est aussi un film qui est autour de l'univers de la musique, mais qui n'est pas en soi une comédie musicale. Cependant, il a été ensuite adapté en musical sur scène, et on va pouvoir voir en quoi, déjà dans le film originel, il y a en germe tout ce qui peut faire une bonne comédie musicale. Et donc évidemment, maintenant qu'on a annoncé la séance, on va vous parler pendant cet épisode de ce film et de la comédie musicale qui en est adaptée, Billy Elliot. Commençons donc par le film, puisqu'il s'agit d'abord d'un film ensuite adapté en comédie musicale scénique. Le film, c'est donc un film britannique qui date, tu l'as dit Anna, de l'an 2000. Et il s'agit du premier long métrage du réalisateur anglais Stephen Daldry. Stephen ou Steven? Je sais jamais les Stephen, c'est... Ça dépend. Les Stephen qui goes by Steven, c'est... Exactement, je sais pas non plus, je sais pas. Bon, Stephen Daldry. Alors, Stephen Daldry, donc c'est effectivement son premier film. Par la suite, il a fait en 2002 un film également assez connu qui s'appelle The Hours, qui était un film portrait de 3 femmes sur 3 époques avec Meryl Streep, Julianne Moore et Nicole Kidman, un très beau film. J'avais beaucoup aimé ce film à l'époque. Ouais, c'est très bien, ouais. Il a ensuite fait en 2008 The Reader, un film avec Kate Winslet qui évoquait, il me semble, la Shoah. Et ensuite, un film qui a, dans ma tête, assez mauvaise réputation, qui s'appelle Extrêmement fort et incroyablement près, un film de 2011. Puis en 2014, un film dont je n'ai même jamais entendu parler, qui s'appelle Favelas. Donc on va dire qu'il a commencé très fort, et depuis, sa carrière est un petit peu moins intéressante, même s'il a été l'un des producteurs exécutifs de la série britannique très connue The Crown, donc sur la reine Elisabeth II, et il a même réalisé 5 épisodes de cette série. Et Stephen Daldry, dernière chose sur lui, il était au départ sur le projet Wicked. C'est lui qui devait mettre en scène le film Wicked, qui n'était pas les films à l'époque, avant d'être remplacé par John M. Chu. Je pense que ça aurait été sensiblement différent si c'était Stephen Daldry qui l'avait mis en scène. C'est pas le même univers, effectivement, pas la même fantaisie, pas le même style de réalisation, oui, ça aurait été autre chose, effectivement. Le scénario de ce film a été écrit par Lee Hall. En fait, c'était au départ un projet de pièce de théâtre qui était intitulé Dancer, puisque Lee Hall, en fait, à l'origine était un dramaturge et Billy Elliot, c'est son premier scénario pour le cinéma. Alors apparemment, 2 sources d'inspiration sont revendiquées par Lee Hall pour expliquer comment il a développé Billy Elliot. D'une part, il s'est inspiré de l'histoire du chanteur d'opéra Thomas Allen, qui est devenu un des barytons lyriques les plus réputés de la fin du XXe siècle et qui avait grandi, comme Billy Elliot, dans une cité minière, mais bon, du coup, dans les années 50. Lee Hall aurait également été inspiré par le travail de la photographe Sirkka-Liisa Kontinen, qui, au début des années 80, a réalisé une série en noir et blanc qui chroniquait les activités d'un cours de danse classique pour jeunes filles à North Shield, une petite ville côtière du nord-est de l'Angleterre qui est tout proche d'Easington, là où est tourné Billy Elliot. Et en fait, l'ensemble de ces clichés a donné lieu à un recueil édité en 1987 qui s'appelle Step by Step, et apparemment, ce recueil aurait inspiré Lee Hall, et il y a même des éléments de la couverture de ce recueil qui sont repris dans le générique de Billy Elliot. Et pour finir sur Lee Hall, on vous informera que bien plus tard, il va être scénariste du biopic d'Elton John Rocketman, plutôt un bon film, et du film Cats, plutôt pas un bon film. Bien, pas bien, a-t-elle noté sur son fichier. La chorégraphie du film est assurée par Peter Darling, qui ensuite a travaillé beaucoup en comédie musicale sur le West End, puisqu'il a chorégraphié les comédies musicales Matilda, Groundhog Day, donc Un jour sans fin, et Charlie et la chocolaterie. Alors, du coup, vous commencez à avoir des petits indices, si vous connaissez pas du tout Billy Elliot, sur de quoi ça peut parler, mais Fanny va nous dire un petit peu le pitch du film, de quoi ça parle Billy Elliot. Alors, l'histoire de Billy Elliot se déroule dans une petite ville minière du nord-est de l'Angleterre pendant les grèves des mineurs de 1984, des grèves qui ont été effectuées suite aux réformes proposées par Margaret Thatcher.
Billy, c'est un jeune garçon de 11 ans qui, un jour, un peu par hasard, s'attarde dans le gymnase après son cours de boxe et participe à un cours de danse classique. Il réalise que c'est largement ce qu'il préfère, danser plutôt que boxer, et il commence à prendre des cours en cachette avec la prof de danse parce que son père et son frère, il a perdu sa maman, il vit avec son père, son frère et sa grand-mère. Sa famille et surtout les hommes de sa famille estiment que danser, c'est pas un truc qui est fait pour les garçons. Mais la prof de danse juge que Billy a vraiment du potentiel et l'encourage à auditionner à la Royal Ballet School of London. Bon, vous supposez, vous pressentez déjà les antagonismes qui vont se dessiner ici, mais l'histoire de Billy Elliot, c'est aussi deux histoires juxtaposées, à la fois l'histoire d'un garçon qui va se battre pour son droit à danser, son droit à s'exprimer tel qu'il l'entend, et d'autre part l'histoire d'une ville qui se bat pour son droit au travail. Le combat de Billy, c'est un combat à la fois contre les normes de genre, contre les normes imposées à la masculinité, tandis que son père et son frère aîné se battent contre les actions du gouvernement Thatcher. Alors tout ça, évidemment, c'est des thématiques qu'on va développer plus tard, mais indiquons d'abord qui joue dans ce film. Le rôle principal donc de Billy est tenu par Jamie Bell, qui donc évidemment c'est son premier rôle, puisqu'il est tout jeune à l'époque, et il a depuis une assez belle carrière d'acteur. Il est connu notamment pour le rôle de Tintin dans la version de Spielberg en 2011. En 2019, on reparle à nouveau de ce film, il joue Bernie Taupin, le parolier de Elton John dans le film Rocketman, donc le biopic musical d'Elton John. Pour Billy Elliot, il a été choisi parmi 2000 garçons, et il a travaillé 8 heures par jour pendant 3 mois avec le chorégraphe Peter Darling. Et il a 13 ans lorsque commence le tournage, en août 99. Son père est interprété par Gary Lewis, qui avait notamment joué auparavant chez Ken Loach, donc dans le cinéma social réaliste anglais. Et évidemment, ce rôle dans Billy Elliot lui apporte une notoriété internationale. On le voit ensuite dans des films comme Gangs of New York, Joyeux Noël, ou plus récemment dans The Marvels. Tu vois, typiquement, l'acteur qui joue le père, je me suis demandé si c'était un acteur qui jouait autre chose que ses rôles d'ouvrier du nord de l'Angleterre. Je sais pas si tu vois donc ça me surprend pas beaucoup qu'il ait joué chez Ken Loach, parce que je trouvais qu'il était vraiment dans le rôle, quoi. Je pense qu'il s'est un peu plus diversifié après, dans la suite c'est de sa carrière. Le rôle du grand frère de Billy est joué par Jamie Draven. Son rôle dans Billy Elliot reste son rôle de cinéma le plus connu. Et il joue par ailleurs dans plusieurs séries britanniques comme Ultimate Force, Residue ou The Mill, des séries que personnellement je ne connais pas. En revanche, Madame Wilkinson, la prof de danse, c'est Julie Walters, que je n'avais absolument pas reconnue, ah ouais, je l'avoue, parce que je suis pas du tout physionomiste, comme vous le savez. Bon, oui. Future Mrs. Weasley dans Harry Potter, mais comme vous le savez, je ne connais pas Harry Potter. Et Rosie dans les films Mamma Mia. Là, j'aurais sans doute pu et dû la reconnaître. C'est vrai qu'elle a pas exactement le même style dans Mamma Mia, donc je comprends qu'on la reconnaisse pas. On reconnaît plus Mrs. Weasley que Rosie, je trouve. Ah. Ensuite, dans le rôle de Michael, donc l'ami de Billy, on a Stuart Wells. Il avait 17 ans lors du tournage, alors que son personnage en a 11. C'est vrai qu'il fait extrêmement jeune. On voit pas du tout qu'il a 17 ans. Oui, effectivement. Et enfin, la grand-mère est jouée par Jean Haywood, qui est une actrice surtout vue à la télévision anglaise, puisque la télévision anglaise, c'est toute une histoire, il y a énormément de choses qui sont produites, donc beaucoup d'acteurs qui s'épanouissent dans ce domaine-là. Passons maintenant à un élément très important du film Billy Elliot, c'est sa bande-son. Donc le film se déroule dans les années 80, et donc cette période va être représentée aussi par la musique rock de l'époque. On entend des groupes comme T-Rex, The Clash ou encore The Jam. Quelques éléments sur ces différents groupes. Donc T-Rex, c'est un groupe anglais qui est formé en 67, qui verse d'abord plutôt dans le rock psychédélique avant de s'infléchir, on va dire, dès le début des années 70, plutôt dans le style du glam rock. Et on a 4 chansons de T-Rex qui sont mobilisées dans Billy Elliot. Ride a White Swan pendant le générique final. Cosmic Dancer au tout début du film pendant que Billy saute devant la caméra et on voit même la pochette de l'album dont est issue cette chanson, donc l'album Electric Warrior juste après. La chanson également I Love to Boogie qui est un moment de montage alterné entre différentes scènes et personnages du film et notamment le moment où Billy danse avec sa prof de danse. Ouais, c'est vraiment un chouette moment de complicité. Et on voit aussi d'autres personnages, et notamment les autres membres de sa famille, notamment son frère, qui sont aussi en train d'écouter cette musique. Alors, soit qu'elle soit non diégétique, soit qu'elle soit diégétique, c'est un peu plus subtil que ça, mais bon, là, c'est assez clair qu'à ce moment-là, la musique sert de liant, finalement, entre différents personnages que tout semble opposer. Et enfin, dernière chanson de T-Rex, Children of the Revolution. Autre groupe qui est mentionné dans la bande son, le
groupe The Clash, un groupe britannique de punk rock qui est réuni autour des chanteurs guitaristes Joe Strummer et Mike Jones, autoproclamés antifascistes, antiracistes, anti-violence, procréatifs et contre l'ignorance. Et leur chanson London Calling est associée à Tony lorsqu'il essaye de fuir la police lors de la course-poursuite. Enfin, The Jam, groupe britannique également de punk rock, qui a été actif de 72 à 82 et partiellement reformé en 2007 et apparemment toujours populaire en Angleterre. Et surtout leur chanson Town Called Malice, sortie en 82 et ici utilisée dans le film à un moment vraiment pivot sur lequel on va revenir. Et oui, car nous passons maintenant à l'analyse du film. On va aborder toutes les thématiques et la manière dont elles sont mises en scène dans le film. Alors d'abord, Billy Elliot, comme vous l'avez sûrement déjà compris, s'inscrit dans un genre très associé au cinéma anglais, qui est le film social. Donc des films à tendance réaliste, où on évoque la question de la pauvreté, des difficultés de la classe ouvrière. On a donné l'exemple tout à l'heure par exemple de Ken Loach. Le film est clairement ancré dans la situation politique de l'époque qu'il évoque, donc c'est l'Angleterre sous le gouvernement de la première ministre conservatrice et très dure Margaret Thatcher, avec notamment les grèves réprimées, la violence policière, etc. Les mineurs en grève luttent pour de meilleurs salaires, pour une meilleure considération. Il faut savoir que le film, malgré son côté assez feel-good, etc., reste quand même assez réaliste sur la question sociale et politique. Et donc, comme dans la réalité, à la fin, les mineurs n'obtiennent pas satisfaction. Le film fait correspondre le temps nécessaire à Billy pour découvrir la danse et passer son audition avec la durée historique de la grève, donc de mars 84 à mars 85. C'est vraiment un fil conducteur finalement du film, ce contraste entre d'une part la violence de la répression policière et d'autre part l'atmosphère un peu feutrée, ouatée, à l'écart de tout du cours de danse classique. Et dans le film, à plusieurs reprises, ce contraste va être accentué par des séquences de montage alterné ou encore des effets de chevauchement sonore vraiment qui font se juxtaposer littéralement les deux univers. Je pense notamment à plutôt vers le début du film. Il y a une séquence vers 20 minutes de film où on a vraiment d'une part les images de la grève et d'autre part Billy en train de progresser dans la danse. Mais à la fin de la séquence de danse, il se fait engueuler parce qu'il n'est pas assez concentré. Donc je pense que c'est aussi une façon de suggérer que pour lui, c'est difficile aussi de s'investir pleinement dans cette nouvelle découverte de ce nouvel art quand le contexte est aussi envahissant, notamment au sein de sa famille. Un peu plus tard, on a le même effet quand il rentre chez lui et que c'est bourré de CRS un petit peu partout. On entend déjà sur ces images, de CRS complètement, je sais pas comment dire, mais là je suis en train d'imiter un CRS dans l'écran, mais tu sais, genre avec des grosses protections, là, je sais pas comment dire, mais voilà, tout en Robocop, et lui il entend la musique de son cours de danse, parce que la séquence suivante, c'est le cours de danse. Donc il y a vraiment souvent des effets de juxtaposition, soit par l'image, soit par le son. Et dernier petit élément sur le côté film social, va être évoqué aussi la question de l'alcoolisme à travers le mari de la prof de danse. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui situent vraiment socialement et politiquement finalement l'intrigue. Mais parlons maintenant de la manière dont la danse est utilisée dans le film. Alors les scènes musicales vont souvent être des moments où le personnage s'échappe de son quotidien difficile, se défoule, parfois s'amuse. Ça se voit dès la première scène où Billy est heureux de danser sur son lit, d'ailleurs scène qu'on retrouve à la fin, on voit vraiment qu'il est dans son élément. La séquence Town Called Malice est emblématique de ce qui rapproche vraiment Billy Elliot d'une comédie musicale et donc ce qui en fera un matériau parfait pour l'adaptation scénique, puisque dans cette séquence-là, la danse de Billy exprime sa frustration, mais aussi essaie déjà de résoudre les tensions et les contradictions qui vont être traversées par le jeune garçon. Oui, parce qu'en fait la musique démarre alors que on est dans une scène de dispute entre d'un côté la prof de danse et le père et le frère de Billy de l'autre côté. Et face à ça, Billy est au milieu, il sait pas exactement comment réagir. Et ensuite on va avoir un début de montage parallèle où on voit Billy en train de danser dans des murs étroits. Il est dans une petite cour intérieure, à un moment il est même dans des toilettes, donc vraiment très très resserré. Oui, il arrête pas de se cogner en fait. Oui, c'est ça. Donc évidemment, c'est symboliquement assez clair. Voilà, c'est pas d'une grande subtilité, mais ça fonctionne bien. On voit que il est enfermé, il sait pas comment se sortir de ce truc-là. Et en fait, au fur et à mesure de la séquence, la scène de la dispute finalement s'en va en quelque sorte, et c'est la scène de danse qui prend le dessus. Et on va sortir progressivement de l'étroitesse, et Billy monte sur les toits, court dans les rues, donc quelque chose de beaucoup plus au grand air.
bien que la séquence se finisse dans le silence, donc la musique se fade out, disparaît progressivement, avec Billy qui tourne sur lui-même, avec des exclamations de colère, de frustration, et il finit par se cogner contre un mur. Donc cette séquence, à la fois, elle montre combien la danse est une force irrépressible qui anime Billy, parce qu'il y a vraiment aussi cette idée, quand il se cogne partout, c'est parce que ses pieds dansent presque malgré lui. Et ça montre aussi, tu l'as dit Anna, combien il est enfermé dans cette petite ville. Mais la danse, c'est aussi pas simplement une force qui s'impose à lui, mais aussi quelque chose dont il va réussir à s'en saisir pour canaliser cette énergie, parce que cette danse, après, elle se déploie dans toutes les rues. J'aime notamment ce plan où on voit Billy courir vers la caméra avec au fond, pour une fois, un horizon dégagé, parce qu'on a la mer, en fait, voilà, en fond. C'est le seul moment où on s'aperçoit que c'est au bord de la mer, je trouve. Ils sont en bord de mer, ouais, c'est vrai. Et ce plan-là, en fait, il est cité à la fin du film, où c'est le père de Billy qui pareillement va courir vers la caméra à un moment d'espoir dans le film, moment d'espoir qui d'ailleurs sera comme Billy qui se prend finalement une porte douchée à la fin du film pour le père. Finalement, on a la danse qui à la fois exprime sa frustration, mais aussi déjà présentée comme un espoir, une façon de s'en sortir. Donc effectivement, c'est pas une scène qui va très loin dans la métaphore, hein, c'est presque littéralement la morale de tout le film, mais ça fonctionne du coup très bien. Autre élément sur la façon dont la danse est présentée dans le film, c'est, on va dire, toujours la question des classes sociales, finalement, qui se retrouvent aussi dans la danse, puisque le milieu de la danse classique va être présenté, enfin pas seulement présenté, et c'est ce qu'il est aussi, comme assez bourgeois, assez guindé, en opposition avec, on va dire, l'éthos de la classe ouvrière. Du coup, c'est intéressant qu'on nous montre aussi que Billy, il fait pas seulement de la danse classique, pas seulement du ballet, il fait aussi des claquettes, qui est un type de danse considéré comme plus populaire. Ce qui m'étonne un peu, si je puis être totalement honnête, dans la diégèse du film, parce que, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, à la Royal Ballet School, on apprend le ballet. Je sais pas, faudrait aller regarder dans les programmes, hein, mais je sais pas s'ils intègrent un module de claquettes. À l'Opéra de Paris, je suis assez certaine qu'on n'apprend pas de claquettes parce que c'est vraiment une discipline différente. Est-ce que en Angleterre, comme ils sont plus polyvalents, il y a aussi une dimension de claquettes? Je sais pas. Et puis finalement, lors de l'audition, quand il casse des claquettes dans sa danse, ça paraît quand même étonner un petit peu. Donc, ce truc des claquettes, on comprend que ça fonctionne bien avec la personnalité ouvrière, on va dire, avec l'atmosphère ouvrière, avec aussi cette idée de danse scolaire qui anime Billy. Mais si on est vraiment pointilleuse en termes de vraisemblance, j'ai quand même un petit doute, Stephen ou Lee, je sais pas qui est responsable de cet ajout des claquettes. Et justement, comme on parlait de la Royal Ballet School, je voulais juste dire que moi, le moment où on a le père et le fils, là, voilà, donc on vous passe les péripéties, peut-être qu'on y reviendra, mais finalement, Billy va passer son audition et avec son père qui finalement le soutient à peu près, ils vont donc à l'audition. Et je trouve que c'est un moment assez rigolo parce que c'est toujours le truc un peu cringe où tu peux être tellement mal à l'aise pour les personnages. Donc voilà, ces ouvriers qui évidemment pour la première fois, en tout cas pour le père, il explique que c'est la première fois qu'il quitte Durham, qu'il va à Londres. Billy est même étonné, il pensait que son père avait déjà été à Londres dans sa vie. Non, c'est la première fois qu'il voit autre chose que la ville où il habite. Ils arrivent évidemment mal à l'aise, les grands escaliers, des trucs très impressionnants. Et c'est toujours les trucs où des fois c'est tellement misérabiliste dans la façon dont c'est filmé, où t'es tellement mal à l'aise pour les personnages que ça en devient pénible. Là, je trouvais pas, il y a plutôt des moments rigolos, le père qui est un peu fasciné à voir les répétitions. Je sais pas, je trouve que c'est assez bien filmé. Et je me suis dit que je serais totalement preneuse d'une série spin-off des aventures de Billy à la Royal Ballet School. Mais producteur, si vous écoutez, moi, je dis, c'est parfait pour une série ado, le petit prolo qui arrive. J'achète. Moi, je regarde. Je vous dis tout de suite, moi, je regarde. Ouais, parce que ça m'a trop fait penser à Step Up, en fait. Oui, le début du 2, c'est totalement ça. Là, Andy qui arrive dans l'école. Voilà. Il y a un filon. Ouais. Franchement, s'il était sorti plus tard, je suis sûre qu'une plateforme aurait fait un spin-off de ça. C'est évident. Mais là, c'était le début des années 2000. C'était un autre modèle économique. Trop précurseur. Donc on a déjà tous ces éléments-là autour de la danse, mais plus encore, le film évoque la comédie musicale à plusieurs endroits. Mais oui, parce qu'on a même une apparition de Fred Astaire. Rien que ça. Fred Astaire lui-même, qui apparaît à l'écran dans Top Hat, White Hat and Tail, un des numéros donc, du danseur du dessus.
Il est cité parce que la grand-mère en fait de Billy lui raconte qu'elle adorait voir les films de Fred Astaire avec sa mère, donc avec sa fille, bref, quand elles étaient plus jeunes, et que Fred Astaire c'était le danseur préféré de la mère de Billy. Le choix de Top Hat, il est assez rigolo, déjà parce que c'est évidemment un des films de Ginger et Fred les plus connus, mais aussi parce que dans Top Hat, c'est le moment où Fred, ça arrive plusieurs fois dans les films de Fred Astaire, mais c'est un des moments où Fred se présente comme étant atteint de la maladie de la danse et voilà, qu'il peut pas s'arrêter de danser, que c'est vraiment trop irrépressible, exactement comme Billy dans le film. On cite aussi Gene Kelly, un petit peu plus tard, alors de manière plus fortuite, puisque c'est le mari de Mrs. Wilkinson qui surnomme Billy le petit Gene Kelly de Durham lorsqu'il vient leur rendre visite chez eux. Voilà, on a un peu les deux grands noms de la danse au masculin, tels que vus par Hollywood, Astaire et Kelly, même si finalement, on l'a dit par le type de claquette, par le type de persona prolétaire, il va plus Billy Elliot se rapprocher d'un Gene Kelly, je pense, que d'un Fred Astaire. Et enfin, on peut aussi relever dans Billy Elliot un certain nombre de reprises des thématiques génériques de la comédie musicale, c'est-à-dire les grands thèmes qu'on aborde dans la comédie musicale. On les retrouve aussi dans Billy Elliot. Par exemple, le fait de présenter la danse comme vraiment le résultat d'un dur travail, d'un labeur assez opiniâtre. Le film présente vraiment l'art de la danse comme le fruit d'un travail incessant qui nécessite la répétition acharnée d'un même geste. On a notamment ce moment de montage assez rigolo où on voit différents endroits dans lesquels Billy s'entraîne à faire une pirouette. À un moment donné, il tombe même dans sa baignoire parce qu'il fait une pirouette dans la salle de bain et voilà. C'est encore un peu invraisemblable qu'il ait laissé la baignoire. Bref, mais donc voilà. Et ça montre aussi combien c'est très très ingrat la danse parce qu'à la fin, voilà, on le voit en cours, il réussit sa pirouette, il est tout content de tourner et Mrs. Wilkinson, elle lui dit attention à ton port de bras. Donc voilà, il faut encore s'entraîner. Un autre cliché de comédie musicale, ou peut-être plus largement en fait de film de danse, c'est l'utilisation de la danse comme moyen de s'imposer. J'aime bien ce moment vraiment hyper fort à mon sens quand il tient tête à son père qui le découvre en train de s'entraîner en cachette. Au lieu de fuir, au lieu de se battre, au lieu de se cacher, il va faire une démonstration de sa compétence dans la danse. Et c'est notamment un des éléments qui contribuera à faire changer d'avis son père. Et autre cliché, évidemment, la scène d'audition, passage imposé du film de danse ou même de la série de danse. Là, franchement, je peux pas croire que c'est pas pris sur la scène d'audition de Flashdance avec ce long plan sur les différents membres du jury qui sont plus ou moins dubitatifs. Ça m'a trop fait penser à Flashdance. Aussi les plans où tu vois Billy depuis le fond de scène et de dos et derrière les juges. Enfin, il y a quand même pas mal de plans qui se ressemblent. Après, ça reste une scène d'audition classique. Autre thématique très importante dans Billy Elliot, ça va être la question des normes de genre. Dès le début, on va avoir cette opposition dans une même salle, finalement, entre la boxe qui est pour les garçons et la danse qui est pour les filles, puisque sont disposés l'un à côté de l'autre le ring de boxe et la salle de danse. Et ça se voit évidemment dès le tout début, lorsque Billy va observer depuis sa place qui est, au début, son assignation, elle est à la salle de boxe, au ring. Depuis cette place-là, il observe le cours de danse et il a déjà une attirance. Donc voilà, ça exprime, on va dire, les stéréotypes de genre, avec des phrases aussi, par exemple, comme le père qui dit « Les garçons font du football ou de la boxe ou du catch ». Voilà, on est assigné à un certain type d'activité, de loisirs, etc. Évidemment, au long du film, Billy va se révolter contre les limites qu'on lui impose. Donc on en a parlé, par exemple, avec la manière dont c'est illustré dans la séquence sur la musique Town Called Malice. Et il va aller vers ses aspirations, en dépit des clichés qu'on veut lui imposer, et en dépit d'un destin social qui voudrait qu'il ne se tourne pas vers un métier artistique, encore moins que si ce métier artistique est considéré comme féminin. C'est très intéressant, notamment dans une scène, lorsque le père découvre que Billy fait de la danse en secret, le père, en gros, l'engueule d'avoir fait ça, etc., et Billy va le mettre face à ses contradictions. Oui, j'aime particulièrement cette séquence, ils sont attablés face à face, on a une série de chants contre chants qui accentuent la confrontation, et alors que son père lui assène que la danse, c'est pas pour les garçons, Billy lui demande d'expliciter pourquoi, c'est-à-dire vraiment de déconstruire son préjugé. Ouais, c'est vachement bien, j'aime beaucoup, parce que le père ne sait pas vraiment quoi répondre. Il dit parce que c'est comme ça, et il s'énerve, quoi, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de raison. Et ça montre vraiment l'artificialité des normes de genre, justement. Et c'est finalement Billy qui va expliciter pour son père le préjugé homophobe qui est au cœur de l'opposition de son père.
Il lui dit la danse, ce n'est pas que pour les tapettes, il y a aussi des hommes musclés qui en font. Donc on peut rigoler aussi sur le fait que la première façon de légitimer la danse pour les hommes, c'est aussi de la remasculiniser. Bon, ça on en avait beaucoup parlé. On l'a déjà dit, c'était le combat personnel de Gene Kelly qui en faisait même un épisode d'une série télé dédiée dans les années 50, la série Omnibus A Man's Game, où il met dans cette série en parallèle les mouvements du danseur avec ceux des sportifs. On en avait parlé aussi à propos de Glee, parce que c'est exactement la même chose qu'on retrouve dans Glee, cette volonté pour Will Schuster, donc le directeur du Glee Club, de remasculiniser la danse pour attirer des garçons dans sa chorale. Donc voilà, pour tout ça, on vous renvoie aux différents épisodes dédiés, mais c'est une thématique qui est beaucoup abordée, encore une fois, dans la comédie musicale. À noter que dans Billy Elliot est mentionné à plusieurs reprises le danseur Wayne Sleep. Alors c'est intéressant parce que c'est un danseur qui défiait plutôt les normes de genre, notamment parce qu'il était très petit. Il faisait 1m57. C'est le plus petit danseur homme jamais accueilli à la Royal Ballet School. Alors qu'ils ont l'air d'être très tatillons sur les mesures à la Royal Ballet School. Une partie de l'audition, c'est qu'ils prennent ses mensurations, ça m'a un peu choqué. C'est vrai, t'as raison. Mais là, c'est pour ça qu'il est particulièrement exceptionnel, ce Wayne Sleep. Puis il avait un style très particulier, il avait un côté un peu people aussi, c'était un ami de la princesse Diana. Et petit lien avec la comédie musicale, il a créé le rôle de Mr. Mistopheles dans Cats à Londres en 81. Et il a aussi collaboré avec Andrew Lloyd Webber sur un spectacle musical, je crois, en 82. Donc voilà, il est aussi lié à la comédie musicale. Bref, Wayne Sleep, c'est l'exemple d'un danseur qui va pas du tout être dans les codes de la masculinité, la virilité absolue, qui a même une dimension assez queer, c'est ce qu'on comprend dans les dialogues. Je crois qu'il y a un peu une blague sur ça, sur le fait qu'à la fois il dit mais c'est pas pour les tapettes, c'est pas pour les hommes efféminés, il y a aussi Wayne Sleep. Et je pense que ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est drôle parce que justement Wayne Sleep devait avoir un côté efféminé. Enfin, je pense qu'il y a une blague qui est de cet ordre-là, mais qu'on comprend pas parce qu'on le connaît pas. On n'a pas la ref. Pour continuer sur la masculinité, on va voir dans cette famille, on va dire nucléaire, dans laquelle est Billy, qui ne contient pas de femme, lui, son père, son frère, une vie de famille assez difficile. Évidemment, on comprend les difficultés et la colère du père et du frère, colère politique, leurs revendications, qui est évidemment valorisée par le film. Par contre, leur violence, et notamment la façon dont ils traitent Billy, est quand même montrée comme mortifère, comme empêchant Billy de s'épanouir. Il y a la fierté mal placée du père, il y a le fait qu'il se soucie du jugement d'autrui, mais on sent quand même qu'il veut que son fils en sorte, c'est ce qui fait que finalement, c'est pas un personnage totalement négatif et qu'il arrive à évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Oui, c'est fou le moment où il décide momentanément de briser la grève et il veut retourner travailler et le frère aîné là l'en empêche en lui disant mais non tu peux pas faire ça. Il dit mais c'est pour Billy parce que lui il a le droit à un avenir, nous on est foutus, mais lui je trouve qu'elle est évidemment très très forte aussi cette scène-là. C'est super émouvant et c'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est pas noir et blanc la caractérisation du personnage du père et du frère et toute cette manière dont les classes ouvrières peuvent dans certains cas, investir une masculinité un petit peu violente, etc. C'est assez bien présenté par le film, quoi. C'est pas manichéen. Évidemment, il y a un commentaire fort sur la virilité, la masculinité toxique, le frère, les moments où il est humiliant, violent, des éléments qui vont compliquer énormément sa relation avec Billy, la manière dont il le rabroue. Pourtant, malgré tout, on sent leur lien. Notamment un lien fait par la musique, parce que Tony, on voit qu'il a une collection de disques, il est fan de musique, et Billy va prendre exemple sur lui, et bien sûr c'est reflété par toutes les chansons qu'on entend dans la bande-son du film. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Billy lui-même parfois laisse aller cette violence qui est celle qu'il connaît dans sa famille, qui est une espèce de violence rentrée, une violence liée à la frustration, comme par exemple lors de l'audition à Londres où il commence à taper sur un des autres garçons qui sont là. C'est montré le fait que Billy n'arrive pas à contrôler ses émotions. À un moment, il faut que ça sorte, et ça peut sortir en danse, comme on l'a vu plusieurs fois, mais ça peut aussi sortir parfois en violence, comme si sa masculinité toxique, entre guillemets, reprenait le dessus à ce moment-là. Alors évidemment, c'est un film qui est quand même positif à certains endroits, heureusement, et donc on va avoir une évolution au fur et à mesure de l'histoire, avec le père et le frère qui vont finir par voir le talent de Billy et accepter qu'il danse. Oui, puisque comme je le disais tout à l'heure, le père va finalement être très investi dans l'audition de Billy et aussi lorsqu'il va être accepté, spoiler, alerte, lorsqu'il est finalement accepté à la Royal Ballet School, il se précipite vers les autres mineurs pour leur annoncer la nouvelle, mais bon, malheureusement à ce moment-là, cette nouvelle est assombrie par le fait que la grève vient de s'arrêter avant d'avoir obtenu satisfaction.
Dans les choses qui sont assez émouvantes aussi dans la fin du film, c'est au moment où Billy part en bus avec son père, la seule chose où le frère va lui dire quelque chose d'affectueux, c'est un moment où Billy ne peut pas l'entendre puisqu'il lui parle à travers la vitre du bus. Donc il y a vraiment un truc aussi sur la difficulté de communiquer pour les jeunes hommes dans ce milieu-là, c'est assez intéressant. Mais voilà, c'est quand même assez beau parce qu'à la fin, là encore une fois spoiler alerte hein, évidemment, à la fin, les deux, le frère et le père, vont voir Billy danser sur scène, puisqu'à la fin, Billy devient un grand danseur. Et donc, au milieu de cette, on va dire, masculinité qui peut avoir des accents de violence, les personnages féminins vont plutôt être des présences apaisantes. La mère qui est morte, mais qui apparaît à son fils, qui permet là aussi d'aborder la question du deuil, hein, qui est quand même un thème qui traverse le film. L'absence de la mère se fait sentir. On va avoir le personnage de la grand-mère, très attachant, qui va encourager son petit-fils. Et puis évidemment, la professeure de danse, qui va être ici une figure maternelle de substitution. Et enfin, le dernier élément que je voulais évoquer, c'est le fait que, bien que Billy soit, on va dire, subvertisse les codes de genre, il n'est jamais présenté comme étant homosexuel. Et la question de l'homosexualité va être plutôt abordée à travers le personnage de son meilleur ami, Michael. On le montre qui, à un moment, qui se maquille, voilà, qu'il assume complètement d'être en dehors de ces normes-là, contrairement à Billy. Et Michael, c'est un personnage qu'on va retrouver à la fin, épanoui et visiblement amoureux, puisqu'on voit qu'il est avec son petit ami. Oui, même si je pense que la façon dont est représentée l'homosexualité dans le film serait à envisager, parce que je pense qu'il y a quand même peut-être des choses un petit peu problématiques qui se dessinent dans le portrait qui est fait de Michael, dans l'association spontanée, hein, toujours de la danse masculine à l'homosexualité, puisque ce qui est un peu en filigrane, c'est que Michael espère, entre guillemets, que Billy, lui aussi, soit homosexuel, parce qu'il doit avoir un petit crush sur Billy, parce qu'il danse, enfin, tu vois, il y a la reconduction de ce stéréotype, mais on comprend qu'il est reconduit dans les yeux de Billy aussi, hein, qui a aussi ce préjugé homophobe, hein, mais qui, voilà, accueille très bien, si je puis dire, la nouvelle, entre guillemets, de l'homosexualité de son meilleur ami. Enfin, pour lui, ça change rien. Enfin, il y a quelques moments où je me suis dit, ouais, c'est aussi un film de 2000, quoi. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Il reste que c'est, vous l'aurez compris, un excellent film qui a obtenu le succès qu'il méritait. On peut quand même dire que c'est un des quelques films britanniques qui ont fait l'événement en France et au-delà des frontières du Royaume-Uni. C'est un film qui est inscrit d'ailleurs dans les dispositifs d'éducation à l'image en France depuis pas mal de temps aussi. Donc c'est un film qui est pas mal vu, même en salle. J'ai déjà présenté une séance du film effectivement à des collégiens. Voilà. Et donc c'est un film qui a reçu de nombreuses récompenses à sa sortie, donc 4 British Independent Film Awards, donc en 2001, 3 BAFTA en 2001 également, meilleur acteur pour Jamie Bell, meilleure actrice dans un second rôle pour Julie Walters et meilleur film britannique. Il a également eu un London Critics Circle Film Award et 3 nominations aux Oscars, et Anna a la bonté de remplir en direct les 3 nominations en question sur notre fichier. Il s'agit donc de réalisateur, scénario et actrice dans un second rôle pour Julie Walters, mais donc 3 nominations, mais pas de récompense, si je comprends bien, pour le film. J'ai appris en préparant cet épisode que Billy Elliot a aussi été adapté en livre avant d'être adapté en comédie musicale, puisque juste après la sortie, on a eu une novélisation de Melvin Burgess, qui est un écrivain britannique spécialisé dans la littérature pour la jeunesse. Et en fait, il a travaillé à partir du scénario et du film pour publier donc ce roman qui est sorti en 2001 et immédiatement traduit en français, mais dont je n'avais absolument pas connaissance. Moi non plus, mais en fait, c'est plus fréquent que ce qu'on croit, les adaptations, tu sais, de films en livre. Ouais. Mais par ailleurs, je connais personne qui lit des novélisations de films, et j'en ai jamais lu. Enfin, c'est vraiment un domaine que je connais pas du tout. Ah ouais, c'est tout un marché, hein, je pense, mais qu'on ignore totalement. Ça serait intéressant aussi de savoir pourquoi on ignore ce marché. Enfin, pourquoi, grosso modo, les réseaux de promotion et de distribution de ce marché sont vraiment étrangers à nos réseaux, tu vois. C'est parce que c'est pas un hasard si on n'en a pas la connaissance, quoi. Bah, dites-nous si vous lisez parfois des novélisations de films. C'est super intéressant parce que c'est vraiment... jamais de ma vie j'ai pensé et j'ai vu vraiment d'intérêt. Alors par ailleurs, on voit tout le temps des films qui sont adaptés de livres, mais l'inverse paraît étrange. C'est étonnant. Ouais. Alors, passons maintenant à la version scénique de Billy Elliot. Et donc, ça fait partie, cette version scénique, des versions scéniques qui vont largement mobiliser l'équipe du film qu'ils adaptent, puisque on a le retour de l'équipe du film,
Le livret de la comédie musicale et les paroles sont donc signés de Lee Hall, scénariste du film. La mise en scène du spectacle est assurée par Stephen Daldry lui-même, donc réalisateur du film. Et les chorégraphies du spectacle sont chorégraphiées par le chorégraphe du film, à savoir Peter Darling. Donc les mêmes personnes aux manettes des deux œuvres. Par contre, on va avoir un grand nom qui vient s'ajouter pour composer la musique. Un nom qu'on a déjà mentionné 2 fois dans cet épisode. C'est clair. À propos de Rocketman, donc, il s'agit de Elton John, la célèbre pop star britannique qui n'en est pas du tout à sa première comédie musicale, puisqu'il a écrit la musique du célèbre film Disney Le Roi Lion en 94, qui est devenu une comédie musicale en 97, et aussi la musique de Aïda, une comédie musicale produite également par Disney qui a ouvert à Broadway en 2000. Elton John, il avait adoré le film Billy Elliot et il s'était identifié au protagoniste. Et apparemment, il avait aussi travaillé avec le groupe T-Rex à ses débuts. Donc le groupe dont la musique est très présente dans le film. C'est intéressant parce que finalement, Elton John, presque sa musique aurait pu être présente dans Billy Elliot. C'est un chanteur anglais très connu, donc ça fait sens, je trouve, comme choix de compositeur pour cette œuvre. La comédie musicale Billy Elliot ouvre sur le West End le 31 mars 2005 au Victoria Palace Theatre. Et elle va remporter cette année-là 4 Olivier Awards, dont la meilleure comédie musicale. Fun fact à propos de cette production anglaise de Billy Elliot, une future star du cinéma, Tom Holland, le futur interprète de Spider-Man, a joué dans cette production, il a joué Billy. Il a été repéré lors d'un cours de danse alors qu'il avait 9-10 ans, et il s'est entraîné pendant 2 ans. Ballet, claquettes, gymnastique. Et finalement, il a obtenu d'abord le rôle de Michael, en juin 2008, à l'âge de 12 ans. Puis fin 2008, il a été promu, entre guillemets, et il interprète Billy jusqu'en 2010. Donc les débuts de Tom Holland sont dans la comédie musicale Billy Elliot. Et il en est où Tom Holland de son biopic de Fred Astaire, là? Eh ben je sais pas. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y en avait un avec Tom Holland et un avec Jamie Bell. Oui. Donc 2 Billy Elliot ont des projets, mais je sais pas où ils en sont. 2 films sur Fred Astaire, c'est quand même assez marrant. Mais je n'ai pas de réponse à ta question, effectivement. La comédie musicale transfère à Broadway en novembre 2008. À noter que Santino Fontana jouait le rôle du grand frère dans cette production. Donc Santino Fontana, connu notamment pour avoir joué le rôle de Greg dans la saison 1 et la saison 2 de Crazy Ex-Girlfriend. Donc cette comédie musicale a un énorme succès à Broadway et gagne notamment 10 Tony Awards, dont la meilleure comédie musicale en 2009. Et va fermer en janvier 2012. Et alors j'ai trouvé un détail marrant, c'est que dans la version de Broadway, les références à Wayne Sleep, donc le fameux danseur qui n'a l'air d'être connu que au Royaume-Uni, ont été changées pour Rudolf Nureyev, donc le célèbre chorégraphe et danseur russe. Billy Elliot connaît aussi de nombreuses versions internationales, mais là j'en ai pas la liste sous les yeux, mais vraiment j'ai l'impression que ça s'est joué un petit peu partout. Je crois que ça s'est joué en Suisse il y a pas très longtemps. Je sais plus pourquoi je pense à ça, mais j'ai eu connaissance de ça. Donc voilà, c'est une œuvre qui est pas mal jouée. Maintenant, nous avions quelques remarques sur cette version scénique en termes d'adaptation, de mise en scène, etc. Alors, une différence notable avec le film, en tout cas il me semble, c'est de faire coïncider le début de la comédie musicale avec le début de la grève. Alors que dans le film, il me semble que ça fait déjà au moins plusieurs semaines qu'ils sont en grève. Parce que là, on les voit vraiment se mettre en grève, en fait. C'est ce qui lance la comédie musicale. Et du coup, je trouve que ça change un petit peu la tonalité parce que ça permet de commencer sur une note d'espoir, en fait, que les négociations vont finir par aboutir. En plus, donc t'as raison, ça commence vraiment par ça, et donc on a dans la comédie musicale une importance encore plus grande donnée aux voix des mineurs en grève. C'était déjà, on l'a dit, important dans le film, mais là c'est vraiment central, et ce dès l'ouverture dans le numéro The Stars Look Down, dont j'ai vu que ce titre The Stars Look Down, c'est un hommage au livre Sous le regard des étoiles de l'écrivain écossais A.J. Cronin, qui a été publié en 1935 et qui parlait de mineurs en grève. Donc on a vraiment une immersion dans cette thématique de la grève qui va vraiment loin dans le fait de parler de l'histoire aussi ouvrière britannique, enfin c'est très fort. On a aussi la chanson Solidarity, vers le début aussi de l'acte 1, qui se tient pendant la grève, pendant les manifs qui sont réprimés par la police, et qui va avoir mis en parallèle les cours de danse que Billy prend en cachette. Et ça, c'est vraiment un principe de mise en scène qui va beaucoup se retrouver dans la comédie musicale, c'est qu'on va avoir presque la scène coupée en deux, en fait, avec d'un côté l'histoire des cours de danse de Billy, et de l'autre, tout ce qui est la grève, les manifs, la répression, etc. Autre chanson très marquante qui parle de cet aspect politique, c'est Once We Were Kings. Là, c'est vers la fin, c'est très triste, puisque c'est lorsque les mineurs retournent au travail, et donc ça va être une chanson sur la vision d'un monde meilleur,
les désillusions évidemment, les défaites, mais aussi l'espoir qui reste malgré tout. Je trouve qu'il y a un petit côté, ça ressemble un peu au final des Misérables, hein, Do You Hear the People Sing, avec le fait que un jour on y arrivera, un jour la révolution fonctionnera, etc. Je trouve que c'est assez lié à ce niveau-là. Et vraiment, de manière générale, dans la comédie musicale, la conscience de classe et l'engagement politique sont absolument partout, y compris à Noël, avec la chanson ironique Merry Christmas Maggie Thatcher, qui va se réjouir de l'approche de la mort de la terrible première ministre. Oui, c'est le numéro qui ouvre le deuxième acte. Voilà, c'est le numéro qui suit l'entracte. Et comme dans le film, on est dans un espèce de spectacle dans le spectacle, puisque c'est la fête de Noël, voilà, organisée par les mineurs en grève. Et dans ce spectacle, dans le spectacle, on a des marionnettes de Margaret Thatcher et aussi des ouvriers, voilà, des mineurs déguisés en Margaret Thatcher. Et à la fin, on a une énorme marionnette qui surgit de l'arrière-scène, voilà. Donc c'était vraiment une image très très marquante du spectacle dont je me souvenais assez bien. Et alors, fun fact, après le décès de Margaret Thatcher, donc la vraie, en 2013, le public londonien a eu le choix de décider si la chanson serait incluse dans la représentation du jour, parce que les paroles contiennent quelque chose, et effectivement la phrase comme nous célébrons tous aujourd'hui car c'est un jour de plus qui nous rapproche de ta mort. Alors apparemment il y a eu un vote, je sais pas trop comment ils ont pu logistiquement faire ça, mais sachant qu'il y avait que 3 spectateurs qui avaient voté contre, la représentation s'est déroulée comme prévu, comme d'ordinaire. J'adore. Alors sur la question de l'adaptation, on va avoir dans cette version comédie musicale, comme très souvent, comme on l'a dit par exemple pour School of Rock, un développement des personnages secondaires. C'est notamment le cas du personnage de Michael et de la grand-mère de Billy, et je trouve que c'est vraiment bien parce que dans le film, voilà, leur traitement est très superficiel, et pourtant il donne envie de les connaître un petit peu plus. Oui, alors Michael, du coup, il a une chanson pour lui qui s'appelle Expressing Yourself. Lorsque Billy, justement, le trouve avec des vêtements féminins, il lui montre la joie qu'il y a à être soi-même sans se soucier des normes, et en plus, ça donne lieu à un duo de claquettes. Oui, un duo de claquettes vraiment exalté des 2 jeunes garçons, un moment qui permet aussi de mettre en avant leur virtuosité, hein. Et ça finit de façon presque hallucinée avec des robes géantes qui dansent avec eux, enfin des personnes qui ont des mannequins de robes et dansent donc avec les garçons. C'est assez moche, enfin visuellement ça rend un peu bizarre, mais bon, c'est assez plaisant, ça c'est vraiment le côté grand spectacle. Et je trouve que ce numéro-là, il infléchit pas mal la façon dont on parle du travestissement et par une espèce d'association d'idées peut-être discutable, hein, d'homosexualité, hein, parce que c'est un peu le cœur de l'idée qu'il y a derrière. Parce qu'ici, on est vraiment dans une sorte de célébration de l'art du drag. Et je trouve que ça passe beaucoup mieux que dans le film, parce que je trouvais justement que cette scène du film où voilà Michael est découvert en train de porter un vêtement de sa sœur, elle a quand même quelque chose d'un peu gênant. Le travestissement est surtout présenté comme quelque chose d'un peu honteux, comme une déviance, même si c'est pas ce qu'affirme Michael. On voit dans le regard de Billy que c'est comme ça que c'est considéré. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui m'embêtait un peu à ce niveau-là, qui finalement est mieux traité dans la comédie musicale, mais encore une fois, parce qu'on est plus tard aussi. Donc, l'autre personnage qui va être développé de façon conséquente, c'est la grand-mère, qui a donc elle aussi sa chanson, une chanson inventivement nommée Grandma's Song, que je cherchais le titre. Bon voilà, c'est assez explicite. Et dans cette chanson, elle révèle à son petit-fils les mauvais traitements qu'elle a subis de la part de son défunt mari, mais aussi la grande joie qu'elle a trouvée dans la danse. Une espèce de chanson aussi un peu voilà qui alterne 2 moments mélodiques, les moments où elle se souvient de quand elle dansait et les moments où elle souffrait des coups de son mari, hein, parce que c'est de ça dont il est question. C'est assez joli. Là encore, on a un principe de séparation de la scène en 2 espaces, avec d'une part donc la grand-mère et Billy à jardin, et à court, un ensemble de danseurs masculins qui, dans la pénombre, incarnent le souvenir du grand-père. Voilà, ça fonctionne plutôt bien sur scène. Alors, je disais à Anna off-micro, moyennement sur la captation, parce que la captation fait le choix de zoomer sur la grand-mère, et du coup, on voit pas ce qui se passe à côté, mais bon, ça, c'est les problèmes de la captation du spectacle vivant. Alors, on voulait également mentionner d'autres numéros qui nous ont marqués dans cette version scénique. Il y a notamment la ballade The Letter, ballade donc chantée à 3 voix, la mère de Billy, Billy et Mrs. Wilkinson. Une ballade qui reprend assez fidèlement les dialogues du film, mais en chanson, et notamment la fameuse réplique finale. Ça devait être une femme extraordinaire, non, c'était juste ma maman. Je vous mets au défi d'écouter cette chanson et de ne pas pleurer, voilà.
Une très belle chanson, effectivement, qui est reprise également à la toute fin, puisque ça va être The Letter, Billy's Reply, où Billy, finalement, répond à sa mère à travers la mort, presque. Petit point, parce que ça a pas mal plu aux gens dans notre épisode Hello Dolly. Petit rapprochement absurde entre des mélodies que ça nous fait penser. Dans celle-là, il y a na 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 na. Donc c'est un petit bout qui m'a beaucoup fait penser à I Dream the Dream. Hein. Là, je suis désolée, mais j'étais là. C'est pareil, c'est la même phrase mélodique. Voilà. Je voulais aussi citer le numéro Born to Boogie, numéro sympa de complicité entre Billy, Mrs. Wilkinson et le pianiste. Steven n'apparaît pas trop dans le film, mais là, voilà, il se met à danser avec eux. Ça finit un numéro avec une corde à sauter, parce que donc ça se déroule dans un gymnase. C'est assez rigolo de voir cette exaltation dans ce trio et de noter qu'on a gardé le boogie, comme dans la version du film, même si là, on en a écrit un autre. Autre numéro intéressant, c'est Angry Dance, qui est un numéro uniquement dansé, où, comme son nom l'indique, Billy laisse exploser sa colère. Ça va être le numéro qui clôt l'acte 1 en évoquant à la fois les tourments personnels de Billy et la répression de la grève. On a là encore une fois une assez belle mise en parallèle de ces deux situations. Et si on compare à la version filmée, c'est le numéro qui remplace, entre guillemets, Town Call Malice, voilà, parce que c'est le numéro qui advient après que Billy ait loupé sa fameuse première audition au Royal Ballet School en tournée à Newcastle, après la confrontation entre Mrs. Wilkinson et son père et son frère. Mais bon, ça diffère un peu parce que dans Town Call Malice, on n'a pas cette mise en parallèle avec la répression policière, parce qu'ici, littéralement, ça finit Billy devant une barrière de CRS, quoi. Donc c'est très explicite, une fois de plus. Dans le deuxième acte, on a une séquence intéressante qui est la séquence Swan Lake, donc le lac des cygnes, où Billy va danser avec lui-même adulte. Dans le film, on voit apparaître ce lac des cygnes à la fin, puisqu'on nous annonce qu'il va danser dans le lac des cygnes, et on le voit pas faire, puisque finalement le film s'achève sur un arrêt sur image lorsqu'il s'élance sur scène. Donc on n'a pas la séquence de Billy dansant le lac des cygnes. Donc là, c'est pas vraiment il danse pas vraiment le lac des cygnes, il danse une chorégraphie originale, mais on va nous présenter une projection en fait de Billy se voyant adulte devenu un grand danseur. Et j'ai trouvé que ça ressuscitait en quelque sorte la tradition du Dream Ballet, parce que c'est littéralement une projection du rêve de Billy. Il se voit tel qu'il a envie d'être adulte et tel qu'il va être adulte. C'est assez beau, à la fin du numéro, on a le jeune Billy qui s'envole carrément dans les airs, comme s'il était lancé par sa version adulte, c'est un beau moment. Chanson qui arrive donc vers la fin de la version scénique, c'est Electricity, qui est un peu le 11 o'clock number, hein. C'est le grand moment, le grand solo de Billy lors de son audition. C'est donc une chanson qui a été inspirée par un monologue de Billy dans le film, lorsque le jury lui demande ce qu'il ressent quand il danse. Et notamment la réplique qui est donc dans le film où il dit que c'est comme si son corps était traversé d'électricité. Et donc Elton John a brodé entre guillemets autour de ce monologue pour écrire la chanson. Paradoxalement, je trouve, c'est peut-être un sacrilège, que c'est la chanson la plus banale du show. C'est une balade de révélation, le personnage décrit ce qu'il ressent pendant 5 minutes. Il n'y a pas vraiment d'évolution, c'est peut-être un peu méchant, j'ai mis que c'était un peu le Defying Gravity du pauvre. Un peu un sous-Defying Gravity, quoi. C'est 2 ans après. Moi, je suis sûre qu'il y a une petite, tu vois, sur le fait de parler de quelque chose qui monte en soi. Je trouve qu'il y a un peu ça, mais finalement, je trouve que c'est pas le moment le plus fort, même si évidemment ça fonctionne très bien dans on va dire, la narration du spectacle. Et il y a un dance break au milieu de la chanson qui est plutôt cool, par contre. Et ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est qu'à la fin, après ce dance break qui est assez impressionnant, où on dirait qu'il enchaîne plusieurs styles de danse. Il commence à y avoir des rythmes un peu électro, des choses, et puis un petit peu du lac des cygnes qui se met par-ci par-là, enfin dans le mixage musical c'est intéressant. Et à la fin, il rechante un tout petit peu, mais le comédien est absolument épuisé, et donc très essoufflé, parce qu'il vient de danser, enfin voilà, évidemment. Mais c'est intéressant parce que la manière dont c'est joué par le comédien, c'est évidemment aussi le personnage lui-même qui est essoufflé, qui a donné tout ce qu'il pouvait, et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. De manière générale, c'est assez rigolo de voir ce travail d'adaptation qui est d'autant plus minutieuse que, comme on l'a dit, c'est l'équipe du film qui effectue le travail d'adaptation. On l'a dit, une réplique, un petit moment va être le tremplin finalement vers un numéro tout entier. Et j'ai trouvé aussi rigolo de voir comment on intègre même des éléments ponctuels mais marquants du film, mais qui sont pas des numéros musicaux. Par exemple, l'apparition de la mère de Billy, quand il boit une bouteille de lait à même le frigo, voilà, elle vient un peu en mode sa conscience, voilà, pour lui dire, mais non, il faut remettre la bouteille de lait dans le frigo, faut la refermer, tout ça.
Donc là, c'est rigolo parce que c'était dans le film et ça revient dans le spectacle, mais pas au même moment, parce que là, ça revient au tout début du spectacle. D'ailleurs, à un moment où on n'est pas censé savoir que la mère de Billy est décédée et qu'elle pourrait simplement être un personnage qu'on n'a pas encore vu sur scène. Donc, je trouvais marrant ces petits jeux d'allusion. Est-ce que c'est le genre de truc qui s'adresse aussi aux connaisseurs du film? Voilà, le plaisir de retrouver quelques moments aimés du film. Et pourquoi on peut vous parler en détail de tous ces éléments de Billy Elliot, la comédie musicale? C'est parce qu'il existe une captation, comme on a commencé déjà un peu à le dire, une captation qui date de 2014. Une captation qui a été effectuée lors de la matinée du 28 septembre 2014. Et donc en fait, cette matinée a été diffusée en direct depuis le Victoria Palace Theatre dans les cinémas du Royaume-Uni. Et ensuite, elle est sortie en salle également au Royaume-Uni. Et en France, elle est sortie en DVD. Et donc, nous avons toutes les deux le DVD de cette captation. Et bon, ça fait quand même plaisir d'avoir accès à quelques captations de bonne qualité de comédie musicale scénique. Dans la distribution, on a Elliot Anna dans le rôle titre de Billy Elliot. Rigolo. Ruthie Henshall dans le rôle de Madame Wilkinson. Oui, je voulais faire un petit point parce que Ruthie Henshall, c'est une star de la comédie musicale sur le West End. Elle me disait vraiment quelque chose pour le coup. Son visage me disait quelque chose. Bah, elle a joué dans plein de trucs. Si ça se trouve, tu l'as déjà vu sur scène. Elle est connue pour être Fantine dans le concert des 10 ans des Misérables. Elle a eu le Olivier Award en 95 pour She Loves Me, mais aussi plusieurs nominations au Olivier Award pour d'autres prestations. Elle a joué la fois Roxy et Velma dans Chicago. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement connu sur le West End. On peut ensuite citer Decca Walmsley dans le rôle du père de Billy, Chris Gramson dans le rôle de Tony et Anne Emery dans le rôle de la grand-mère de Billy. Liam Mower, qui est l'un des 3 acteurs qui a créé le rôle de Billy, est revenu pour jouer le rôle de Billy plus âgé dans cette fameuse séquence que tu citais tout à l'heure, Anna. Et à la fin, on a aussi 25 acteurs passés et présents qui ont joué le rôle de Billy dans le West End, qui interprètent un numéro de danse spécialement chorégraphié pour la comédie musicale lors du final. Et on l'a dit que ça a été une sortie en salle et ça a vraiment été un gros succès dans les salles britanniques et irlandaises. Donc apparemment, c'est aussi sorti en Irlande. Ce qui est un peu atypique, voilà, c'est une première pour une sortie événementielle au cinéma, battant alors des Equalizer avec 1,9 million de livres sterling au box-office. Je n'ai pas vraiment de point de repère sur cette donnée, mais voilà, je vous la communique. Ça a aussi été diffusé dans les salles états-uniennes mi-novembre 2014 donc. Et donc on l'a dit, c'est sorti en DVD et Blu-ray. En 2014 au Royaume-Uni, j'imagine à peu près dans le même temps en France. J'imagine, oui, je vois pas pourquoi ça serait beaucoup plus tard. Mais moi c'est un ami qui me l'a offert, ce DVD, et c'est le seul DVD de comédie musicale, enfin de captation de comédie musicale que je possède. Parce que c'est vrai que des sorties françaises de captation de comédie musicale, ça court pas les rues non plus. Moi, j'ai aussi Cats pour une obscure raison. Je pense que c'était aussi chez Universal à l'époque où j'avais raflé tout le fond de catalogue Universal, donc ça devait être ça. Quoi d'autre? Non, j'ai des vieux trucs, un Sweeney Todd, mais je sais pas, là pour le coup des DVD de captation anglais ou américains. Ouais. J'ai mis une petite rangée captation de comédie musicale sur mon étagère de DVD, mais bon, maintenant je n'arrive même plus à lire les DVD sur mon lecteur de DVD. C'est un autre problème. Et donc, pour voir ou revoir Billy Elliot sur grand écran, donc on vous rappelle la date de notre prochain All That Jazz Cinema Club, c'est le dimanche 16 novembre à 16h, moyen mémotechnique. Donc toujours au cinéma L'Archipel à Paris, et voilà, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce film et d'en discuter ensuite. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous aimez ou ne connaissez pas Billy Elliot. Et on vous dit, commentez, oui, commentez, l'algorithme et tout ça. On commente à fond sur Instagram parce qu'il nous faut une plateforme où Facebook, ça n'existe plus, tout ça. On met quand même plein d'infos sur Facebook, mais concentrons-nous sur Instagram. On like, on commente, on repartage, on fait tout ce qu'il faut, on tag toute sa famille. Je sais pas comment ça marche, mais débrouillez-vous pour nous faire monter dans l'algorithme. C'est quand même fou qu'on ait toujours même pas 1000 followers. Voilà, comment est-ce qu'on va devenir des influenceuses si on n'a même pas 1000 followers? Et là, essayez peut-être de nous taguer en story
quand vous écoutez les épisodes ou des trucs comme ça. Il y a plein de podcasts qui réclament de faire ça, c'est que ça doit avoir un but en termes de following. Donc je sais pas, je suis sûre que vous savez mieux que nous, en tant qu'auditeurs, ce qu'il faut faire. Donc faites-nous monter dans l'algorithme, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous aurez encore plus de contenu, hein, comme ça, puisqu'on pourra voir plus de choses. Cliquez, aimez, likez, partagez. Sur cette Voilà. page commerciale, on va vous laisser. Et on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut tout le monde!